Comme vous l'avez peut-être remarqué, le monde entier est actuellement bouleversé par les conséquences de la guerre impliquant l'Iran, avec la flambée des prix du carburant et la chute des marchés boursiers, comme les deux côtés d'une sorte de balançoire démoniaque. Moins d'un mois seulement après les premières attaques, l'impact de la guerre s'étend déjà bien au-delà des frontières de l'Iran. Des drones frappant et faisant grimper les prix du pétrole à la perturbation des chaînes d'approvisionnement et aux pénuries alimentaires qui se profilent, il semble qu'aucun coin du globe n'ait été épargné. Le plus fou, il est actuellement impossible de dire si le conflit durera encore une semaine, un mois de plus, ou, Dieu nous en préserve, une année supplémentaire. Et plus cela dure, plus la douleur s'accumule dans les régions les plus touchées. Une douleur qui va de « aïe, oui » à une véritable agonie économique. Alors que le conflit continue de s'aggraver, voici les nations qui, jusqu'à présent, souffrent le plus. Les États du Golfe. Maintenant, en dehors des trois nations belligérantes dans ce conflit, les États-Unis, Israël et l'Iran, les pays les plus évidemment touchés jusqu'à présent, sont les voisins de l'Iran dans le Golfe. Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui ont tous été la cible de frappes aériennes de représailles de la part de l'Iran. Prenez Dubaï aux Émirats Arabes Unis. La ville s'est forgée une réputation au fil des décennies comme un centre de la finance mondiale, une destination touristique luxueuse et un deuxième chez-soi pour n'importe qui. Assez riche pour se le permettre et, vous savez, prêt à fermer les yeux sur le fait que les Émirats Arabes Unis facilitent un génocide au Soudan. Chut. Désormais, résidents et touristes doivent surveiller les alertes SMS signalant d'éventuelles menaces de missiles. Les Émirats Arabes Unis ont subi la majorité des frappes de drones iraniens ce mois-ci, brisant l'image de Dubaï comme refuge luxueux et sûr au Moyen-Orient. Les cheikhs au pouvoir ont rapidement censuré les influenceurs, diffusant des contenus contredisant les annonces officielles ou susceptibles de provoquer la panique. Ils affirment que le bruit des missiles interceptés en vol est, je cite, celui de la sécurité. Ces 3 dernières semaines, des dizaines de milliers d'habitants et de touristes ont quitté Dubaï. Ceux qui ne pouvaient partir ont affronté la tempête du mieux possible. Si les attaques persistent à Dubaï et autour, l'économie touristique continuera probablement de se contracter. Cela provoquera une forte baisse des revenus pour les habitants, l'importante population de travailleurs migrants vivant à Dubaï et les entreprises internationales. Toutes installées dans une ville réputée intouchable. Pensons aussi aux usines de dessalement du Golfe, qui approvisionnent des dizaines de millions de personnes en eau potable. Le Golfe étant une région désertique est chaud et sec, et à ce titre, dépend de ces usines pour transformer l'eau de mer en eau potable. Le Koweït et les Émirats Arabes Unis ont signalé des dégâts de missiles sur des usines de dessalement. 2 usines de dessalement à Bahreïn ont aussi été touchées, affectant l'eau potable d'environ 30 villageois. Cibler délibérément les infrastructures de dessalement serait une escalade grave, selon Abdallah Babod, un universitaire omanais à l'université Waseda au Japon. Citation : « Les frapper risquent de transformer une confrontation militaire en une menace directe pour la survie des civils. » Et il a raison. Tout dommage important à la capacité du Golfe de produire de l'eau pour ses habitants serait une catastrophe. Tellement épique que le seul qualificatif approprié serait biblique. Pour être plus concret, nous pouvons nous référer à un document divulgué de l'ambassade américaine dans la capitale saoudienne, Riyad, rédigé en 2008. Il avertit qu'au moins à l'époque, une seule usine de dessalement fournissait à Riyad plus de 90% de son eau potable. Si cette usine venait à être détruite ou même gravement endommagée, toute la capitale devrait être évacuée en moins d'1 semaine. Citation : « La structure actuelle du gouvernement saoudien ne pourrait pas exister sans l'usine. » Pour Bahreïn et le reste du CCG, les dégâts causés à ces usines ne peuvent pas être minimisés. C'est une menace existentielle. L'Iran assure ne pas bombarder ses voisins sans raison, affirmant agir de façon justifiée, visant les installations américaines régionales telles que les ambassades, bases militaires et systèmes de défense aérienne protégeant les intérêts américains. Mais ils n'ont pas ciblé uniquement les sites militaires ou exploités par les États-Unis. Depuis le 28 février, des champs pétrolifères, des usines de dessalement, des navires et des ports à travers le CCG se sont tous retrouvés victimes de frappes de drones. Essentielles, ces infrastructures apportent eau douce, nourriture, énergie et soutiennent l'économie de millions de personnes. Pendant la préparation de ce script, les États-Unis et Israël ont intensifié le conflit en attaquant les opérations iraniennes sur le champ gazier sous-marin de South Pars, partagé entre le Qatar et l'Iran. Nous avons déjà abordé ces attaques et leurs conséquences dans un précédent épisode de Warfront. Mais pour résumer la version pertinente à cet épisode, disons simplement que c'était, en un mot, mauvais.
L'Iran a réagi aussitôt en frappant des terminaux et champs pétroliers en Arabie Saoudite, aux Émirats et au Qatar, stoppant les opérations qataries, et forçant les nations du Golfe à envisager une nouvelle réalité inconfortable. Elles pourraient encore devoir intervenir elles-mêmes dans le conflit. À présent, l'Iran a présenté ses excuses à ses voisins pour les attaques en cours, et leur explication officielle est que leur véritable cible, ce sont les installations américaines dans la région. Même si c'était vrai, cela ne réparerait guère les dégâts déjà causés aux infrastructures, à la diplomatie et aux vies humaines. Il est difficile d'avoir des chiffres précis, mais on estime qu'un peu moins de 2 douzaines de civils ont perdu la vie dans le Golfe. Dans les frappes iraniennes, à ce jour, environ 300 personnes ont été blessées. La plupart des victimes étaient des travailleurs étrangers soutenant leurs familles au Pakistan, en Afghanistan ou au Bangladesh. Quelle que soit la version officielle de Téhéran, le résultat est le même. Ces civils morts ne reviendront pas. Au-delà des violences de représailles et du risque que le conflit s'étende davantage, il y a aussi les répercussions économiques, un thème que vous verrez revenir encore et encore dans cet épisode, comme vous en êtes sûrement déjà bien conscient. L'Iran a interdit l'accès au détroit d'Ormuz, ce passage maritime de 21 miles par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Cela a été appliqué à tous les navires sauf les non hostiles. Certains ont été autorisés à passer, et les navires iraniens exportent toujours plus d'1 million de barils par jour. Mais le reste du monde doit passer par des négociations pour obtenir le passage de leurs navires, un processus qui est toujours en cours. L'impact de cette fermeture sur l'économie mondiale est déjà énorme. L'extraction, le raffinage et l'exportation des ressources régionales ont été gravement perturbés, voire stoppés. Et bien que certains des autres États du Golfe devraient mieux s'en sortir en comparaison, les économies du Qatar et du Koweït devraient se contracter jusqu'à 14% si la guerre se poursuit jusqu'en avril. Les investissements et projets d'investissement des Émirats arabes unis, du Qatar et de l'Arabie saoudite, totalisant des milliers de milliards de dollars, pourraient être réexaminés, voire annulés avec l'évolution des priorités régionales. Outre les inquiétudes sur la capacité du CCG à exporter du pétrole, des préoccupations existent aussi quant à l'impact sur les importations. Le Golfe importe environ 85% de sa nourriture, et la fermeture du détroit signifie que la région doit désormais compter sur ses réserves alimentaires qui dureront environ 5 mois. Il ne semble pas y avoir de solution à l'horizon dans un avenir proche, et le monde se prépare, tout comme le Golfe, aux conséquences qui vont continuer de se faire sentir. Inde. Alors que les médias ont longuement couvert l'impact sur le Golfe, avec toutes les bombes qui tombent, il y a eu moins de discussions sur les implications pour l'Asie du Sud. Bien que l'Inde et ses voisins ne soient heureusement pas confrontés aux horreurs qui se déroulent dans le Golfe Persique, ils font maintenant face à un autre type de cauchemar, un cauchemar lié au carburant. L'Inde importe plus de 85% de ses besoins en pétrole et environ la moitié de ses importations doivent passer par le détroit d'Ormuz. La fermeture du détroit et la hausse du prix du pétrole mettent l'économie indienne sous forte pression. Pankar Srivastava, vice-président principal et chercheur en énergie norvégien chez Rystad Energy, a déclaré « Même une légère hausse du prix du baril de pétrole pèsera sur la balance des paiements et pourrait accentuer la pression sur la roupie. » En plus de la crise pétrolière mondiale, l'Inde fait face à une grave pénurie de gaz de pétrole liquéfié. Les foyers et les restaurants indiens dépendent de cette ressource, dont 40% sont importés au pays depuis le Moyen-Orient. La fermeture du détroit d'Ormuz signifie que les restaurants ont commencé à réduire leurs horaires et à limiter leurs menus, alors qu'une pénurie de carburant et d'huile de cuisson commence à se faire sentir. En réponse à la pénurie d'autres sources de carburant, Mumbai a temporairement levé son interdiction pour les restaurants d'utiliser du charbon, revenant ainsi sur ses normes de qualité de l'air et de contrôle de la pollution. Bien que pour rendre à New Delhi ce qui lui revient, c'est généralement une bonne pratique en géopolitique de s'assurer que sa population ne manque pas de nourriture. La pollution peut passer au second plan. Mais au-delà des besoins en carburant, les bouleversements au Moyen-Orient provoquent des répercussions sur l'économie indienne. Chaque année, les travailleurs indiens vivant dans le Golfe envoient la somme colossale de 50 milliards de dollars au pays pour soutenir leurs familles. Aujourd'hui, ils vivent dans une région loin d'être l'île de stabilité qu'elle était autrefois, sans être une zone de guerre pour autant. Ils ne peuvent pas partir alors que des missiles volent. Depuis janvier, les prix du carburant pour avion en Inde ont flambé. Les tarifs d'assurance pour tout moyen de transport entrant au Moyen-Orient, par air ou mer, atteignent un niveau record. Une partie de la hausse des coûts d'exploitation des compagnies aériennes indiennes est transférée aux consommateurs via des surtaxes carburant sur des billets déjà chers. C'est la catastrophe partout. Même en pouvant acheter des billets plus chers pour partir, ils craignent de ne pas subvenir à leurs besoins ni à ceux de leurs familles restées au pays. Mais franchement, nombre de ces travailleurs restent plus ou moins bloqués, peu importe leur situation financière.
Alors que les services aériens du monde entier ont été perturbés par le conflit en Iran, les compagnies aériennes indiennes ont été particulièrement touchées. En temps de paix, le Golfe constitue le principal corridor aérien de l'Inde. Près de la moitié des vols indiens dépendent de l'espace aérien et des aéroports du Golfe. Une grande partie de ces vols soutient les 9 millions d'Indiens vivant et travaillant dans les pays du CCG. Mais désormais, le conflit au Moyen-Orient et la fermeture de l'espace aérien pakistanais aux vols indiens signifient que des milliers de vols entre l'Inde et l'Europe ont dû être annulés ou détournés, laissant les passagers bloqués et ajoutant des heures de vol à des trajets déjà coûteux. L'Inde n'est pas la seule dans cette situation. Beaucoup d'autres pays d'Asie du Sud et du Sud-Est sont également concernés. La Thaïlande demande aux employés de bureau de télétravailler un jour par semaine pour réduire les coûts de déplacement. Et les Philippines, qui importent 98% de leur pétrole du Golfe, viennent de déclarer une urgence énergétique nationale. Mais pour l'Inde, les conséquences de la guerre font que la roupie est en difficulté. Elle a subi sa plus forte chute en 4 ans, la semaine dernière, tombant à un niveau record de 93 pesos pour $1. Et il semble qu'elle pourrait encore baisser si la guerre avec l'Iran continue. Pour le dire délicatement, la situation est loin d'être idéale. Face à ces crises croissantes, le gouvernement indien doit décider s'il va ou non se tourner vers le pétrole russe pour combler le déficit. La situation à Chypre. Ah, Chypre. Cette nation insulaire est déchirée entre la République de Chypre au sud et la République turque de Chypre du nord. Une nation reconnue uniquement par, vous l'aurez deviné, la Turquie, depuis 1974. Néanmoins, Chypre revêt une importance stratégique démesurée pour ses alliés européens. Malgré sa petite taille et ses divisions, sa position en Méditerranée orientale donne à l'OTAN un point d'appui au Moyen-Orient. Le Royaume-Uni y a établi 2 bases militaires en 1960 et maintient une présence sur l'île depuis des décennies. Au début de la guerre, un drone a été lancé depuis le Liban, probablement par le Hezbollah, mais peut-être par une unité du CGRI présente dans la région, a déjoué les défenses britanniques et frappé sa base à Akrotiri, endommageant une piste. Aucun blessé signalé, mais l'événement restait majeur. Cette attaque marque la première fois que l'Iran a réussi à frapper une nation de l'UE, même s'il s'agit techniquement du territoire souverain de la Grande-Bretagne, qui n'est pas membre de l'UE, et l'Europe réagit avec une inquiétude prévisible. Le Royaume-Uni a désormais commencé à autoriser les forces américaines à utiliser ses bases sur l'île, et le 10 mars, le HMS Dragon a tracé une route depuis notre base principale à Portsmouth vers la Méditerranée orientale. Après l'attaque, Emmanuel Macron a affirmé lors d'une visite à Chypre « Lorsqu'on attaque Chypre, c'est l'Europe qu'on attaque ». Emmanuel Macron a aussi promis d'envoyer plus de navires de guerre pour renforcer les défenses anti-drones et anti-missiles de Chypre. Chypre était alors très en colère contre la violation de son espace aérien par les forces iraniennes. Lors d'attaques contre des cibles britanniques, des civils ont manifesté pour demander le retrait des forces britanniques de l'île. Après tout, s'ils ne tiennent pas leur part du contrat, c'est-à-dire assurer la sécurité du peuple chypriote, pourquoi continuer à permettre leur présence ? Nicosie, en réévaluant les forces britanniques sur les îles, pourrait affaiblir la position du Royaume-Uni dans la région. Mais même si les Chypriotes décidaient qu'ils voulaient expulser les forces britanniques de l'île, eh bien, ce ne serait pas une perspective particulièrement simple. Chaque nouvelle escalade de la guerre en Iran accroît le risque pour Chypre, pouvant servir de prétexte à un renforcement militaire turc sur l'île. L'île de Chypre est une zone de conflit gelée, divisée, comme nous l'avons mentionné plus tôt, entre le gouvernement de la République de Chypre dans la moitié sud de l'île et la République turque dans la moitié nord. La population de cette nation insulaire est profondément divisée entre ceux qui sont politiquement et culturellement alignés avec la Grèce au sud et ceux qui sont alignés avec la Turquie au nord. Depuis les années 1950, les tensions ont conduit à une série de conflits internes entre les deux populations. Après plusieurs décennies de violence, au cours desquelles les camps opposés ont reçu le soutien des gouvernements grecs et turcs, une paix tendue a finalement été instaurée lorsque l'ONU a établi une ligne verte divisant les deux parties de l'île. Par souci de temps, nous omettons les détails de l'histoire et de la politique chypriote, mais pour cette vidéo, retenez que, de manière générale, la présence britannique dans le sud sert, au moins en partie, de garantie contre une nouvelle incursion turque contre le gouvernement chypriote. Mais à la suite des frappes iraniennes, la Turquie flaire une occasion, selon une analyse récente de Gonal Toy, chercheur principal au Middle East Institute. Citation. Les responsables turcs redoutent que le renforcement militaire en Méditerranée orientale accentue le déséquilibre régional contre la Turquie. Fin de citation. La Grèce et la Turquie ont toutes deux réagi à la frappe sur Akrotiri en renforçant leur présence militaire sur l'île. Ankara a déployé une demi-douzaine de chasseurs dans la moitié nord de l'île, officiellement pour la protéger contre d'autres attaques iraniennes.
Et Athènes a déployé des missiles, des F-16 et 2 frégates. La République de Chypre. Les deux camps sont sur les nerfs et se regardent avec suspicion. Et une certaine forme d'escalade n'est pas totalement à exclure. Du point de vue des Chypriotes, rien de tout cela n'est bon. Ils ont été pris pour cible dans un conflit avec lequel ils ont clairement exprimé leur souhait de ne rien avoir à faire, même avec leurs alliés. Ils n'ont pas pu empêcher ce ciblage, et l'île accueille désormais plus de moyens militaires, raison pour laquelle Chypre a été visée. Dans une allocution télévisée après la frappe sur Akrotiri, la présidente chypriote Christadélides a déclaré, je cite, « Notre pays ne participe en aucune manière et n'a pas l'intention de prendre part à une quelconque opération militaire. Nous restons engagés dans le rôle humanitaire que nous avons assumé tout ce temps, toujours en tant que partie de la solution et jamais du problème. Nous faisons ce que nous devons faire de manière responsable. » Puisque l'attaque était venue de l'espace aérien libanais, il est resté en contact avec le président libanais Joseph Halm pour discuter de la situation et ils sont restés en communication. Et en parlant du Liban, tournons-nous brièvement pour discuter du voisin d'Israël au nord, qui jusqu'à présent semble être le plus durement touché, le Liban. Le gouvernement libanais peine depuis des années à contrôler le groupe paramilitaire Hezbollah, soutenu par l'Iran. Malgré des accords de cessez-le-feu et de désarmement, le groupe reste un acteur clé dans la région. Cela s'est révélé début mars quand, en riposte à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, le groupe a repris des positions stratégiques cédées aux forces libanaises au sud du Litani, près de la frontière israélienne, et lancé salves de missiles, roquettes et drones sur Israël. Ces attaques ont aussitôt provoqué une riposte israélienne, causant près de 1000 morts libanais. Parmi les personnes tuées, selon un rapport de l'UNICEF du 19 mars, au moins 116 étaient des enfants. Le rapport détaille en outre l'impact du conflit sur le terrain au Liban, décrivant les perturbations dans les hôpitaux, des dizaines d'attaques contre les travailleurs des services médicaux d'urgence, la fermeture des écoles et le danger auquel sont confrontées les personnes forcées de fuir leur domicile. La guerre a déplacé plus d'1 million de civils libanais et des réfugiés palestiniens et syriens, forçant des familles à vivre dans des voitures ou des tentes, les centres d'hébergement étant débordés. La reprise des hostilités entre Israël et Hezbollah aurait été un vrai casse-tête pour Beyrouth. Même sans le nombre de morts et la crise humanitaire qui ont suivi, maintenant, entraînée de nouveau dans une guerre, la nation se prépare à une contraction économique pouvant atteindre 10%, alors qu'elle venait à peine de se remettre de la précédente vague d'hostilité en 2024. Et à ce propos, le gouvernement libanais a souvent paru faible et inefficace dans ses tentatives de désarmer le Hezbollah au cours des 16 mois qui ont suivi la dernière guerre. Plus récemment, depuis que le groupe a lancé ses attaques contre Israël au début du mois, le premier ministre libanais, Nawaf Salam, a déclaré que l'activité militaire du Hezbollah était illégale et a exigé que la milice rende ses armes. Le Hezbollah, comme on pouvait s'y attendre, a réagi en rejetant ces propos et a menacé d'une confrontation avec le gouvernement libanais. Après la guerre, les dirigeants israéliens ont promis de continuer l'offensive jusqu'au désarmement du Hezbollah. Les frappes en cours visent officiellement à détruire l'infrastructure terroriste et à empêcher le retour du Hezbollah dans la région. Les ponts traversant le Litani, reliant la région sud du Liban au reste du pays, ont déjà été détruits après que l'armée israélienne a affirmé qu'ils étaient utilisés par le Hezbollah. Les manœuvres actuelles d'Israël s'accompagnent d'une rhétorique promettant plus de destruction, suggérant que la campagne ira au-delà des hostilités américano-israéliennes avec l'Iran. Début mars, le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, réputé pour sa rhétorique dure, a déclaré que le sud du Liban, je cite, « deviendra comme Khan Younes », en référence à une ville de Gaza qui a maintenant été en grande partie réduite en ruines. Les retombées se poursuivent. Bien sûr, les nations et régions citées ne sont pas les seules touchées par la guerre avec l'Iran. D'autres connaissent une situation bien plus contrastée, comme la Russie. Les États-Unis ont suspendu les sanctions sur les exportations de pétrole russe au moins jusqu'au 19 avril pour calmer les marchés mondiaux. Cela, ajouté à la hausse des prix du pétrole, a déjà aidé à stabiliser une économie russe jusqu'ici de plus en plus fragile. Un mois supplémentaire de sanctions allégées et de prix du pétrole élevés profiterait grandement à l'effort de guerre russe en Ukraine, qui a déjà mobilisé d'énormes ressources ces 4 dernières années. Mais même un coup de pouce économique très nécessaire ne change pas le fait que Moscou paraît faible dans sa capacité à soutenir militairement ses alliés iraniens. Après avoir échoué à aider ses alliés en Arménie en 2023, en Syrie, en 2024, en Iran en 2025 et maintenant au Venezuela et à nouveau en Iran en 2026, le Kremlin ne ressemble plus du tout à un partenaire de sécurité crédible. Ou pensez à la Corne de l'Afrique qui mériterait une vidéo dédiée. Les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite y sont très présents depuis quelques années.
Ils fournissent des financements, des armes et jouent les médiateurs pour différentes factions, tout en poursuivant leurs propres intérêts. Mais maintenant, la situation a changé. L'Éthiopie, le Soudan et la Somalie connaissant un vide de pouvoir, leurs parrains du Golfe se concentrant sur des enjeux plus urgents. Le Soudan risque d'être fortement affecté par leur absence, alors que les forces gouvernementales reçoivent le soutien de la Turquie, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite. Le groupe paramilitaire FSR dépend surtout des Émirats arabes unis pour les fournitures et le blanchiment de l'or extrait de ces mines. Avec l'attention des Émirats recentrée sur leur région, la milice pourrait perdre beaucoup de soutien extérieur. D'autres nations, surtout en Asie de l'Est, risquent d'être gravement touchées, mais n'en sont pas encore là. Des pays comme le Japon, Taïwan et la Corée du Sud dépendent fortement du carburant du Moyen-Orient. Environ 90% du pétrole et du gaz qui transitent par le détroit du Mars sont destinés aux nations asiatiques, tandis que la plupart des pays d'Asie de l'Est disposent de réserves de carburant suffisantes pour tenir encore quelques semaines. Si le détroit n'est pas rouvert rapidement, tout, de la grande industrie aux vendeurs de rue, pourrait être confronté à des fermetures temporaires, voire durables. Alors que le Japon dispose de suffisamment de pétrole et de réserves stratégiques pour plus de 8 mois, et que Brunei et la Malaisie sont capables de produire et d'exporter leur propre pétrole. De nombreux États asiatiques risquent de manquer de pétrole dans les 4 semaines à venir. Les pays de la région préparent des mesures pour limiter la pénurie. Parmi eux se trouve le Premier ministre sud-coréen, Kim Min-sok, qui met en place une cellule de crise économique afin de se préparer, je cite, au pire scénario. La guerre entre la coalition États-Unis-Israël et l'Iran dure maintenant depuis près d'1 mois et rien n'indique qu'une fin soit en vue pour le moment. Malheureusement, pour ceux qui sont impliqués et pour beaucoup qui aimeraient ne pas l'être, la situation pourrait encore empirer avant de s'améliorer. Merci d'avoir regardé.